Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous inviter à vous installer pour qu'on ne prenne pas trop de retard pour cette journée. Vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Vous allez être près de 300 en salle et nous avons 1200 inscrits pour la visioconférence. Sans plus attendre, on va démarrer cette journée scientifique avec un mot de bienvenue de Mathias Savignac, président du groupe MGEN. Alors, il n'a pas pu être avec nous ce matin, il en est désolé, mais nous sommes connectés en visio. Bonjour Mathias. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Question, pourquoi cette journée, elle est à vos yeux essentielle et pourquoi est-ce que enfin voilà, qu'est-ce que vous avez envie de partager en ouverture de ces échanges? Bah, écoutez, en ouverture de ces échanges, moi, je souhaite simplement vous dire que, c'est un immense plaisir que je vous souhaite, la bienvenue à cette journée exceptionnelle qui célèbre l'étude de E3N Génération qui se déroule ici même chez MGN, ainsi qu'en visioconférence pour celles et ceux qui ne peuvent être physiquement présents avec nous. Vous le savez peut-être, mais MGN est engagé en faveur de la recherche sur la santé des femmes depuis des décennies. On considère qu'il ne peut y avoir d'égalité et de justice sociale sans cet engagement et sans cette prise en compte. Depuis son lancement en 1990 et avec la participation de 100 000 adhérentes MGN, l'étude de 3N nous a permis d'accumuler des connaissances précieuses sur les cancers féminins et les maladies chroniques. Derrière chacune de ces 100 000 histoires personnelles, il y a des histoires intimes qui ont permis de mieux comprendre les enjeux qui touchent la santé des femmes. Je veux sincèrement remercier toutes celles qui se sont engagées dans cette démarche qui nous éclaire depuis 34 ans et sur des thématiques cruciales. Il y a 10 ans de cela, en 2004, On a un petit problème de liaison, les Mathias, on va essayer de conjoints, rétablir ça les très vite. enfants de ces femmes de la cohorte. Pardon? Je disais, on avait un petit problème de liaison, mais qui a l'air Excusez-moi? d'être rétabli. Ah bon. Donc je disais qu'en 2014, il y a 10 ans de cela, nous avions franchi un pas supplémentaire dans cette démarche inédite en intégrant les conjoints, les enfants, les petits-enfants des femmes de la cohorte E3N, une cohorte désormais renommée E3N Génération, parce qu'elle explore les facteurs héréditaires, qu'ils soient génétiques, environnementaux ou comportementaux. Nous sommes aujourd'hui ainsi en mesure de mieux appréhender les déterminants de la santé à différentes générations. C'est notre engagement pour fournir des réponses aux questions de santé qui traversent les âges. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des intervenantes et des intervenants de renom dont la contribution essentielle viendra enrichir les discussions autour des résultats de l'étude et des nouvelles pistes de recherche. Au cours de cette journée, nous aborderons de nombreuses thématiques allant du mode de vie à l'environnement, en passant par l'alimentation, la pharmacoépidémiologie liée au cancer, ainsi que les principales maladies chroniques et celles associées au vieillissement. Ce sera une occasion unique pour nous de réfléchir ensemble, de partager nos découvertes et de répondre aux nombreuses questions qui préoccupent le public. Je vous invite donc à participer activement, à échanger avec nos intervenants et à vous plonger dans les riches discussions qui se tiendront tout au long de cette journée. Notre engagement mutuel, notre présence aujourd'hui sont la promesse de faire progresser nos connaissances et de continuer à œuvrer pour un avenir où la santé des femmes sera toujours au cœur de nos préoccupations. Je passe désormais la parole aux partenaires fondateurs de la cohorte E3N Génération et je vous souhaite vraiment une très belle journée à toutes et à tous et merci pour votre participation nombreuse. Merci Mathias. Merci beaucoup à Mathias Savignac. Effectivement, faire de la santé des femmes une priorité, c'est une belle promesse. On va en parler évidemment tout au long de la journée. On va commencer avec une table ronde introductive avec, comme le rappelait Mathias Savignac, les partenaires. Une table ronde introductive au cours de laquelle nous allons parler évidemment de la cohorte E3N Génération, qui est un outil puissant de la recherche en santé en France. Je vais inviter les participants de cette table ronde à me rejoindre sur scène, si vous le voulez bien. Savez-vous où vous le souhaitez? Il n'y a pas de plan de table déterminé. Absolument, vous faites tout à fait bien partie, Françoise Clavel-Chaplon. Non seulement vous faites partie, mais on va commencer avec vous, à vrai dire. On aimerait vous entendre parce que vous êtes, je le rappelle, l'initiatrice de cette cohorte. En effet, c'est vous qui l'avez lancée, c'était en 1990. Première question, comment est née l'idée de créer cette cohorte 3N et quels en étaient les objectifs initiaux? J'ai l'impression que ça marche, oui, oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre question. Alors, comment est née l'idée? Je pense qu'il faut que je parte de considérations un peu personnelles, en fait, qui sont que j'ai eu le malheur de perdre ma maman d'un cancer. Pendant que j'étais en train de faire mes études, de finir mes études, j'avais commencé par faire des études de pharmacie option industrie.
Et puis, j'étais en train de faire Sciences Po, donc ça ne m'amenait pas du tout à faire de la recherche. Mais cet événement malheureux m'a conduit à demander à faire de la recherche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des courriers à pas mal de personnes pour dire, voilà, j'ai envie de faire de la recherche, essayer de m'aider dans cette demande. Et puis, j'ai comme ça été reçue par une équipe d'épidémiologie qui ne travaillait pas du tout sur le cancer, contrairement à ce que je voulais, mais qui travaillait sur les accidents d'anesthésie. Donc, c'était un petit peu lointain, qui avait été une étude demandée par Simone Veil. Et puis, de fil en aiguille, j'ai quand même réussi à me faire une petite place dans l'équipe INSERM qui travaille sur l'épidémiologie des cancers. Donc voilà tout à fait le début. Et puis je me suis un peu formée en épidémiologie, etc. etc. Alors, quelles étaient alors, qui étaient les parties prenantes au début? Parce qu'on voit que le projet s'est beaucoup développé depuis oui. 1990. Et quels sont les défis que vous avez relevés au fil du temps? En fait, j'ai fait une thèse ensuite, et j'ai fait une thèse sur la relation entre cancer du sein et prise de pilules contraceptives. Et je me suis rendu compte là que ce type d'étude n'était pas la bonne étude pour répondre à la question qu'on se posait. Et j'ai eu envie de monter ce qui était à l'époque un peu innovant, j'allais dire, qui était une étude de cohorte, un peu sur le modèle américain. Il y avait une étude existante qui a donné énormément de résultats très intéressants. Donc voilà, donc je suis rentrée en contact avec cette étude américaine et on a, avec d'autres personnes, mais peu de personnes au départ, parce que mon équipe était essentiellement constituée de moi-même et d'une autre personne, Nadine Andrieux, donc c'était peu. On a été regarder ce que faisaient les Américains, on a pas mal copié, et puis on a quand même l'envie de faire une cohorte, donc de s'adresser à une grande population féminine. Et en fait, on est rentré en contact pour différentes raisons. Mais enfin, bref, on est rentré en contact avec la MGEN parce qu'on savait trouver là un réservoir potentiel de volontaires pour cette étude de cohorte. Et donc, on a pris contact avec la MGEN qui nous a proposé son échange. Oui, ça a l'air. Voilà. On va effectivement vous passer peut-être l'autre micro. Oui, c'est ça. Donc, on a, en 1990, envoyé un courrier aux 500 000 femmes de la MGEN qui étaient dans les tranches d'âge qui nous intéressaient. Et puis, 100 000 d'entre elles ont répondu. Donc, inutile de vous dire que c'était beaucoup plus que ce à quoi on s'était attendu. Et puis, évidemment, on a gardé toutes ces volontaires avec le gros intérêt des personnes de la MGEN, qu'elles s'intéressaient à la santé, qu'elles étaient capables de bien écrire, de bien répondre, d'être extrêmement sérieuses, comme nous l'ont montré les résultats qu'on a obtenus depuis beaucoup d'années. Je ne sais plus, je ne compte pas, je préfère pas compter. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, vous l'avez dit, on peut vous applaudir effectivement parce que vous applaudir et puis applaudir et les développements qui ont eu lieu depuis, parce que vous l'avez dit au début, vous étiez seul. Aujourd'hui, à vos côtés sont assis les différents partenaires du projet. Je vais les présenter, puis après, je vous poserai toutes les questions. Donc, à vos côtés, Anne Paoletti. Bonjour Anne, vous êtes directrice de la Fondation Gustave Roussy. Iris Poporté, bonjour. Vous êtes directrice de la recherche et de l'innovation de l'information scientifique au sein de la Ligue contre le cancer. Anne-Hélène Montsoreau-Burg, vous êtes vice-présidente recherche et valorisation au sein de l'Université Paris-Saclay et déléguée santé et sciences de la vie. Et à vos côtés, Arnaud de Guerra, bonjour. Vous êtes, quant à vous, directeur adjoint de l'Institut de santé publique INSERM. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre dans lequel vous pouvez répondre, mais celui ou celle qui a envie de répondre, j'avais envie de vous poser la question suivante. Depuis quand est-ce que vous soutenez la cohorte dont on vient de parler? Comment vous la soutenez et pourquoi vous la soutenez? C'est moi qui commence alors. Je ne suis pas le plus ancien. L'INSERM est le plus ancien. Effectivement, alors merci déjà de l'invitation. Bonjour à tous. Je crois que François vient de le dire. L'INSERM finalement soutient la troisième depuis le début, puisque. Allô, pardon. Vous étiez directrice de recherche INSERM. Pour le côté, en fait, moi je suis de l'Institut de santé publique. De toute façon, les cohortes, c'est clairement un outil qu'on soutient depuis très très longtemps. C'est un outil d'observation majeur. Je pense qu'on va en reparler pendant toute cette journée. Donc, c'était absolument naturel de soutenir cet effort. Comment? Avec les moyens de l'INSERM, qui n'est, je le rappelle, pas un financeur, donc en fait par ses équipes, par également donc, des moyens administratifs et également au niveau scientifique, pour les instituts thématiques, on essaye d'aider les équipes au jour le jour. Je crois que de temps en temps, on y arrive, de temps en temps, on y arrive moins. Et puis, on est de toute façon présent depuis, ça fait donc, si je compte bien, 34 ans.
aux côtés On ne voulait pas compter, mais finalement, on compte quand même. pardon, ça ne nous rajeunit pas, aux côtés de Françoise, donc, et puis maintenant également aux côtés de Gianluca. Et on est vraiment ravis parce que c'est un bonheur de travailler. On reviendra peut-être sur les enjeux. C'est vraiment un bonheur de travailler avec le troisième génération, comme on l'appelle maintenant. On va continuer à faire circuler les micros en espérant qu'ils fonctionnent avec cette même question. Et puis, effectivement, qu'est-ce que ça apporte à qu'est-ce que ce soutien apporte à vos structures respectives, hein? Eh bien, bonjour à tous. Déjà, merci aux organisateurs pour cette journée très importante. Et donc, l'Université Paris-Sud, qui est devenue Paris-Saclay en 2020, soutient la cohorte E4N depuis sa création, c'est-à-dire à partir du moment où E3N s'est élargi aux hommes associés à la cohorte initiale et aux pathologies qui étaient des pathologies chroniques qui n'étaient pas nécessairement le cancer, mais le diabète, l'hypertension et ce genre d'autres pathologies. Donc, depuis ce moment-là, donc Paris-Sud et maintenant Paris-Saclay est établissement coordinateur de la cohorte, ce qui implique une responsabilité de coordinateur principal, scientifique, administrative et gestionnaire qu'on met en route avec les équipes, donc des gens qui sont des agents de l'université qui travaillent au sein de l'équipe principale de la cohorte. Et puis, dans nos directions centrales, la direction de la recherche, la valorisation, nous avons des gens qui font le lien avec les agences qui financent le projet, c'est-à-dire l'Agence nationale de la recherche, puisque il y a maintenant quasiment, ou même un peu plus que 20 millions d'euros qui ont été consacrés à ce projet très important, et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche également. Donc, ces financeurs s'adressent à l'Université Paris-Saclay qui, elle, fait l'intermédiaire avec les autres partenaires. Et d'un point de vue scientifique et de coordination, c'est en parallèle avec Gustave Roussy et l'INSERM que, par le biais des chercheurs et des agents d'administration, de communication, on anime cette cohorte. Merci beaucoup. Alors, Iris, il semblait assez logique effectivement que la Ligue contre le cancer soit également partenaire de cette cohorte. Qu'est-ce que ce soutien à cette cohorte apporte à votre structure et pourquoi c'est important pour vous d'être partenaire? Alors, bonjour à tous. Effectivement, la Ligue a été un des membres fondateurs de la cohorte 3N. Donc, je salue au passage Françoise, que j'ai eu la chance de croiser dans mon parcours professionnel parce qu'on a mis ensemble en place une autre grosse cohorte, mais ça, c'est une autre affaire. Et alors, pourquoi la Ligue a soutenu cette cohorte? C'est un élément assez important parce qu'en fait, qu'est-ce que viennent chercher les gens, la population auprès de la Ligue? Ce que les personnes qui nous contactent en recherche, c'est très souvent quand elles sont malades, du réconfort, de l'aide, des soins de support, etc. Mais la très grande majorité des Français cherchent surtout une information fiable et crédible. Donc, cette information, nous leur devons de le transmettre. Donc, en fait, effectivement, on soutient pour la partie recherche, parce que chez nous, le soutien à la recherche, c'est une de nos missions principales, hein. On y consacre tous les ans plus de 40 millions d'euros. Mais ce qu'on va plutôt aussi exploiter, et c'est là où on va baser notre travail, c'est sur les résultats des travaux de la cohorte. Et je me permettrai quand même de dire quelques mots sur la nature de ce soutien. Parce que j'ai réfléchi quand j'ai vu la question, quelle est la nature de votre soutien? Et j'utilisais en premier le mot fidèle. Donc, la Ligue soutient la cohorte dès le début. Et c'est une question qui est très importante pour nos bénévoles, pour nos comités départementaux. C'est eux qui le financent à 100%. Donc, annuellement, le soutien financier, je dirais, il est quand même assez modeste par rapport aux autres moyens qui peuvent être consacrés. Mais il permet de maintenir le fonctionnement de 2 à 3 personnes équivalent temps plein sur 30 ans. Et c'est quelque chose que la Ligue seule peut faire, en fait, sur la durée. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot aussi unique. Parce que, pour votre connaissance, nous ne soutenons pas d'autres cohortes, en fait. C'est la seule qu'on soutient ainsi depuis 30 ans. Et je dirais aussi, parce que Arnaud a utilisé ce mot, c'est un bonheur de travailler avec les membres de cette équipe. L'esprit collaboratif et l'ouverture, non seulement d'esprit, mais aussi aux données que cette cohorte permet, font d'elle un modèle assez unique en France. Et merci Françoise. Effectivement, un modèle assez unique, même très unique. Anne Paoletti, vous êtes, je le rappelle, directrice de la Fondation Gustave Roussy. Vous êtes également partenaire. Alors, même question, depuis quand êtes-vous partenaire et pourquoi ce soutien à cette cohorte est-il essentiel à vos yeux?
Oui, alors Gustave Roussy, l'Institut Gustave Roussy, plus que la fondation, est partenaire de la cohorte depuis son débarrage. L'activité de Gustave Roussy, c'est principalement l'hébergement de la cohorte, hébergement des équipes, mais aussi hébergement des données, puisque les données de la cohorte sont sur le système d'information de Gustave Roussy. Et Gustave Roussy emploie aussi une partie de l'équipe, ce qui est très important. Il faut des employeurs pour que l'équipe puisse évidemment fonctionner. Ce qui est important pour nous à Gustave Roussy et pourquoi il y a cette association, c'est parce qu'évidemment, on souhaite pouvoir affiner, utiliser ce super outil qui est la cohorte E3N, E4N, E3N génération maintenant, pour affiner l'épidémiologie des cancers, puisque Gustave Roussy, sa mission, c'est de développer la recherche sur le cancer au profit des patients pour pouvoir le plus vite possible adapter les traitements, les prises en charge des patients grâce au développement de la recherche. Alors, il y a une question, en fait, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, mais une question peut-être un peu plus brûlante en ce moment, c'est la question du cancer des jeunes. L'épidémiologie du cancer des jeunes est en train d'augmenter. Enfin, le nombre de cas semble être en train d'augmenter. Il y a vraiment des questions qui restent en suspens par rapport à quelles sont les causes. Et je pense qu'une cohorte comme E3N, qui a une grande richesse de données sur les expositions, les comportements des personnes qui participent à cette cohorte et donc qui sont reflet de la population générale, va pouvoir apporter des réponses sur ce point-là. Donc il y a un très grand intérêt. Voilà, évidemment, ces questions évoluent au cours du temps en fonction des réponses qui sont apportées par la communauté scientifique en général. Et je voudrais mentionner aussi une synergie qu'on souhaite développer à l'avenir avec un programme institutionnel de Gustave Roussy qui s'appelle Interception, qui est mené par Suzette Delaloge, Je vais vous inviter à tenir bien votre micro près de votre Ouais, menton pour qu'on vous entende bien. donc, qui est menée par Suzette Delaloge à l'aide d'une nouvelle chef d'équipe qui bénéficie d'une chaire de professeur junior de l'Université Paris-Saclay et qui s'appelle Sophie De Carnet, qui vient d'Angleterre. Elle vient de rentrer en France, elle est française. Et elle est également soutenue par l'Institut hospitalo-universitaire Prisme de médecine de précision. Et ce programme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un programme qui vise à accompagner les sujets à haut risque de cancer pour prévenir la survenue d'un cancer ou l'intercepter à un stade précoce où il est encore facile ou plus facile à soigner. Et ça nécessite, si on veut inclure dans ce programme toutes les personnes à haut risque, ça nécessite finalement d'affiner l'identification des facteurs de risque de cancer au niveau moléculaire. Et donc, l'objet de cette coopération, ça va être d'utiliser les données des patients, les données de séquençage qui vont pouvoir être générées à partir de patients inclus dans la cohorte pour les comparer par rapport aux expositions, aux comportements, etc. et pouvoir affiner ces facteurs de risque et pouvoir sans doute, c'est notre espoir en tout cas, un jour inclure des nouveaux facteurs de risque dans cette approche et dans ce programme Interception de prise en charge de patients. Donc, c'est assez concret, en fait, un objectif assez concret d'exploitation, finalement, de la richesse de la cohorte E3N génération. Et puis, un autre axe, c'est aussi de définir des profils d'expression dans les tumeurs pour définir des antigènes tumoraux et avoir des approches d'ARN vaccinaux, donc des approches carrément thérapeutiques qui permettraient peut-être de prévenir un jour le cancer. Donc ça, c'est très ambitieux, c'est probablement des projets à long terme, mais comme vous voyez, je pense qu'on a une véritable synergie à développer en utilisant la richesse des données de la cohorte E3N génération. Donc on lui souhaite un très long avenir. Et on remercie évidemment toutes les personnes qui contribuent à cette cohorte, puisque c'est vraiment très, très utile. Très précieux, en effet. Très précieux. Alors, voilà. c'est très touchant vu de l'extérieur, Françoise, ce projet que vous avez démarré, pour ainsi dire, sur un coin de table. Vous allez me dire comme beaucoup de projets. Et on voit ce que c'est devenu. On a entendu les propos des différents partenaires et pas des moindres. Quelle est votre réaction spontanée devant l'ampleur qu'a pris aujourd'hui E3N Génération?
faut que le micro marche pour que je dise à quel point je suis heureuse de voir justement l'extension qu'a pris l'étude de cohorte. Alors, évidemment, grâce à toutes les participantes et tous les participants, maintenant, j'allais dire, on l'a déjà souligné. Et puis, grâce aussi, bien sûr, à la fidélité de mon équipe, j'allais dire, au départ, de la petite équipe qui a grossi. Puis, j'ai envie de citer, évidemment, Marie-Christine qui m'a aidé à monter une équipe, Marie-Christine Boutron-Ruot qui est là. Et puis, évidemment, maintenant, Gianluca, grâce auquel, on le sait, ces projets et cet avenir l'avenir est radieux, j'allais dire, puisqu'on voit bien, d'après ce que tout le monde dit à l'heure actuelle, qu'il y a beaucoup de projets en jeu. Beaucoup de projets en cours et c'est effectivement assez excitant et fascinant de voir tous ces projets. On imagine pour autant que tout n'a pas dû être facile tout le temps. Alors, est-ce que vous avez un regret ou peut-être certaines choses que rétrospectivement, vous auriez fait différemment? Non, je crois que j'ai pas de regrets. Des difficultés, il y en a eu, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair, je n'ai pas de regrets, non. Absolument. De quoi êtes-vous la plus fière? Justement, c'est d'avoir réussi quelque chose qui, au départ, n'était pas si évident, je dois dire. Bon, pour ne rien vous cacher, quand j'ai monté cette étude de cohorte, j'avais à peu près 30 ans. J'étais une femme, je n'étais pas professeure de médecine et il y avait 3 handicaps là qu'il fallait surmonter. Donc, c'était ce qui était un peu difficile et je crois que c'est ce dont je suis un peu le plus fière finalement. Voilà. Il y a de quoi. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour cette table ronde. J'avais envie de vous inviter les uns et les autres en tant que partenaires à commenter peut-être comment vous voyez l'avenir, puisque Françoise nous disait à l'instant que l'avenir semblait radieux. Grâce, effectivement, il faut toujours rappeler, on ne se lasse pas de le dire, de remercier effectivement les participantes parce que c'est grâce à toutes ces personnes que les choses avancent. Voilà, mais peut-être un petit mot chacun à tour de rôle de prospective pour voir comment vous voyez l'avenir et puis encore une fois, qu'est-ce que ça apporte à vos structures respectives. Alors, je dirais que là, de façon très concrète, on va reconduire le partenariat pour les 4 années à venir. Donc, si on reconduit ce partenariat après de nombreuses années, c'est qu'il y a vraiment de l'avenir dedans. Parce qu'au bout de 30 ans, on peut se reposer des questions. Et moi, je vois plutôt l'avenir quand je vois le nombre de projets qui sont montés, financés et qui sont nichés dans cette cohorte et qui apportent de vraies réponses à des questions que la population se pose. Et c'est vraiment un élément extrêmement important parce que nous, par exemple, tous les ans, on reçoit le rapport d'activité et derrière, on va faire des outils de communication très concrets, des petites notes d'information sur notre site pour expliquer aux gens est-ce qu'il y a un lien réel entre la pollution et le cancer. Donc, si on peut donner des réponses à des questions vraiment concrètes, c'est déjà, l'avenir, il est déjà là. Je reprendrai également les éléments que Anne a rappelés sur ces indices d'une certaine augmentation des cancers des personnes de moins de 40 ans. C'est aussi des éléments que par ailleurs, on va aussi aller regarder dans d'autres cohortes avec d'autres projets. Donc, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. On avait l'impression qu'on avait résolu les questions, grosso modo, sur le cancer. On connaît les facteurs de risque, on fait ci, on fait ça. Et on se rend compte qu'il y a des changements qui se sont produits. Donc, au fond, tout ce qu'on a monté depuis 30 ans, il nous reste d'autres questions qui se posent avec ce qu'on découvre aujourd'hui. Et ce n'est pas du tout un signe de désespoir, hein, c'est plutôt aussi le fait que le monde évolue, les facteurs de risque évoluent, les personnes, les populations évoluent et il faudrait que la science suive l'évolution. Alors justement, je me tourne vers les autres partenaires. Vous le dites, le monde évolue. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Comment est-ce que vous adressez les uns et les autres ces nouveaux défis et comment vous voyez l'avenir? Je vais peut-être continuer déjà sur ce qu'on pense un petit peu sur l'avenir. Déjà, cette cohorte a une richesse exceptionnelle qui est le fait qu'elle soit générationnelle. Donc ça, c'est assez unique. Et il y a de nombreuses autres cohortes de grande qualité en France, y compris des cohortes de population générale, mais générationnelles comme la cohorte de 3e génération, c'est tout à fait unique. Et c'est une force qui va permettre de collecter une quantité de données extrêmement importante et originale. Les scientifiques et donc les financeurs les ont suivis pour renforcer et moderniser la cohorte. Il y a eu un financement récent qui a été obtenu de plus de 9 millions d'euros pour cette modernisation, renforcement de la cohorte et qui va permettre, entre autres, d'aller au-delà, comme déjà Catherine le fait, d'aller au-delà de la pathologie du cancer, mais aussi de nombreuses autres pathologies qui sont des grands problèmes de santé publique à l'heure actuelle. Et le défi
pour l'avenir de cette masse de données qui est potentiellement générée par la cohorte, c'est son analyse et son interprétation. Et donc, il y a énormément de mathématiques derrière, il y a énormément de travaux à faire en épidémiologie, en ingénierie, en mathématiques, en sciences des données, et puis tout ce qu'on appelle collectivement de nos jours l'intelligence artificielle qui vient à la rescousse de tout ça. Et je voudrais souligner que c'est par un environnement très largement multidisciplinaire, des collaborations avec des écoles comme Centrale Supélec, avec des instituts comme Gustave Roussy, avec tout un tas de partenaires de l'université, de l'INSERM et de tous les intervenants de la cohorte qu'on va arriver à résoudre ces problèmes ultra complexes, intégrer cette, comment dire, enfin on espère en tout cas qu'on va y arriver, à trouver les outils fiables d'analyse pour ces données qui sont très bruitées, très complexes. On a chacun une génétique différente, on a chacun un environnement différent. Le fait d'avoir des familles permet de réduire cette variabilité puisqu'on se nourrit ou bien on vit à peu près au même endroit au sein d'une famille, mais néanmoins, ça reste extrêmement complexe et on a des grands espoirs dans toutes ces approches nouvelles. Je reciterai l'intelligence artificielle pour faire court, pour ces analyses-là. Arnaud de Guérin. Alors d'abord, l'avenir, je le vois avec l'INSERM, bien sûr, à fond, ça c'est sûr. Je crois que je reprends un peu ce qu'a dit Anne-Hélène. Effectivement, la puissance de troisième génération, c'est vraiment cet aspect, disons, transgénérationnel. On partait de problématiques cancer, on l'a évoqué. L'évolution a fait qu'on est passé sur des pathologies de plus en plus variées, donc peut-être moins d'intérêt pour la Ligue et encore, mais vraiment des choses qui maintenant épousent les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires. Et évidemment, la grande question de tout ça que tout le monde se pose, je pense de plus en plus, c'est effectivement la transmission. Est-ce que voilà, mes enfants, comment ils sont concernés, comment je les élève, dans quel environnement? Et tout ça, ce sont des questions auxquelles la troisième génération pourra apporter des éléments de réponse. Évidemment, des réponses les plus complètes possibles, mais c'est des choses extrêmement complexes, comme le disait Anne-Hélène. Je pense que ce qui est très important, et c'est ce qui est mis en place de toute façon, c'est aussi les conditions d'accès à cette myriade de données. Effectivement, c'est très très important que la communauté scientifique dans son ensemble puisse y avoir accès. C'est pas si facile que ça, mine de rien. Il faut pouvoir donner ces données à des gens qui vont en faire bon usage. C'est pas si évident, c'est un enjeu, je dirais, en ce moment. Le futur, je le vois aussi, mais c'est déjà le passé européen, c'est-à-dire que de toute façon, ce qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est que E3N a toujours fait partie donc, de quelque chose de plus large qui s'appelle EPIC, qui a une dimension européenne. Et ça, c'est quelque chose qui, de la même façon, va être absolument fondamental, puisque effectivement, on a plusieurs générations, c'est bien, mais on est à l'échelle de la France. Si on peut se mettre à l'échelle de l'Europe, c'est encore mieux, parce qu'évidemment, on a un N plus important, mais on a aussi des populations qui peuvent être différentes. Et on voit parfois, finalement, des typologies de maladies qui sont un peu différentes suivant les pays. Donc ça, c'est important. À l'INSERM, on va essayer de pousser pour que le prochain programme européen, justement, comporte des financements majeurs enfin pousser à notre échelle, pour que le prochain programme européen puisse avoir des financements dédiés à ces cohortes, parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental dans la connaissance de la santé de notre population. Et puis, je crois que je vais à peu près m'arrêter là. Les cohortes dans leur ensemble, c'est vraiment un instrument d'observation qui est fondamental. On n'arrête pas de nous parler, je le dis tout le temps, ceux qui m'ont déjà vu, je suis désolé, mais du télescope, je ne sais plus trop quoi, enfin, non, pas Hubble, l'autre, James, je ne sais pas quoi, des accélérateurs de particules. Mais ce qu'apportent les cohortes, c'est quand même des données qui sont fondamentales sur la santé des populations, qui établissent des corrélations sur des pathologies qui concernent des millions de personnes. Donc c'est vraiment un instrument d'observation qui est très important. Il y a eu c'est pas parce qu'il y a un éminent représentant ici, mais il y a eu, le ministère de la Recherche a vraiment soutenu quand même l'écosystème des cohortes et continue de le soutenir en essayant de trouver des financements, ce qui n'est pas forcément facile en ce moment. Mais je crois qu'on mérite même, enfin E3N et les cohortes méritent même encore plus. C'est vraiment un outil dans lequel il faut investir. Et je finis peut-être par quelque chose qui me tient également à cœur, c'est que toutes ces données, tous ces résultats de recherche, il faut que les pouvoirs publics, par la suite, s'en emparent pour pouvoir faire des programmes de santé publique et de protéger la population, puisque c'est quand même ça, au bout du compte, qu'on espère tous.
Merci. Merci. Effectivement, vous avez fait un teasing, comme on dit en bon français, pour toute une partie de sujets qui vont être abordés tout au long de la journée, la myriade de données, qui y a accès, dans quelles conditions, comment l'intelligence artificielle peut aider. Enfin voilà, il y a un joli programme qui vous attend. Anne Paoletti, on ne vous a pas encore entendu sur la façon dont vous voyez l'avenir et comment on peut adresser les défis qui se présentent à nous. Exposer une partie des objectifs scientifiques ou des perspectives scientifiques tout à l'heure. Moi, je voulais revenir peut-être sur des perspectives pratiques aussi, parce que c'est très important que la cohorte puisse vivre correctement. Donc, on a la perspective à Gustave Roussy de construire un nouveau bâtiment de recherche. Et l'espoir, c'est de pouvoir regrouper enfin toute l'équipe E3Z au même endroit, puisqu'elle a toujours été splittée sur plusieurs sites. Et en ce moment, elle est dans une période de transition dans laquelle elle est hébergée grâce à l'INSERM sur Paul Brousse. Et une petite partie sur le bioparc de Villejuif dans des locaux Gustave Roussy loue, parce qu'on les a délogés de leur emplacement historique dans l'espace Maurice Tubianab. Donc la perspective, c'est que d'ici 4 ans, elles puissent être relogées dans des locaux flambant neufs et surtout toute l'équipe ensemble. Enfin, et je pense que ça, c'est une perspective importante pour que le travail puisse être réalisé dans les meilleures conditions possibles et que l'équipe puisse fonctionner de manière optimale. Et puis, je vais rebondir sur ce que disait Arnaud tout à l'heure par rapport au soutien de l'État. Il y a eu un très fort soutien de l'État, il y a eu des très gros efforts qui ont été faits à travers le plan d'investissement d'avenir, puis France 2030, la dénomination a changé. Il y a un relais qui est pris par le ministère de la Recherche directement sur des crédits, dont le représentant du ministère de la Recherche est là, Benoît Lavalard. Je pense qu'on peut saluer cet effort et tout l'effort qui est mis pour que cet effort soit continu. On sait l'importance qu'une telle cohorte de population générale dure dans le temps. Plus sa durée est longue, plus elle est riche. On a cet aspect générationnel qui peut se développer grâce à ce temps long. Et en France, on a un peu de difficulté à créer des financements sur le temps long. Donc, réussir à financer une cohorte comme E3N et les autres cohortes de population générale comme Constance, c'est pas si simple. Et donc, on remercie beaucoup les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics pour pouvoir le faire. Et on espère que ça va continuer pendant encore très longtemps. On vous le souhaite, on comprend l'importance de l'enjeu institutionnel avec ce financement, mais aussi de l'enjeu organisationnel, vous l'avez rappelé. Oui, vous pouvez donner le micro à Françoise parce que je vais l'inviter à conclure. Un jeu institutionnel et enjeu organisationnel avec, vous l'avez dit, une rationalisation, une optimisation des ressources et effectivement pour que le tout soit le mieux structuré possible. Merci à tous les quatre en tant que partenaires de vous être exprimés et je vais laisser le mot de la fin à Françoise avant qu'on enchaîne avec un programme, je vous l'ai dit, qui s'annonce riche, passionnant et intense. D'abord, je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde. Je vais dire aussi que sur le temps long, moi, j'espère venir encore dans 10 ans, puis dans 20 ans, et pour fêter les anniversaires de cohorte 3N avec les résultats qui sont là. Mais alors là, il va falloir donner les durées, parce que vous ne voulez pas dire depuis longtemps, les 34 ans, les 44 ans, les 54 ans. Enfin, en tout cas, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à tous d'être venus vous exprimer sur cette cohorte. Merci beaucoup.